On va laisser passer la parole à la salle. Je crois qu'il est temps aussi de vous accorder la parole. Donc s'il y a des questions, eh bien c'est le moment de les poser à Monsieur François-Guillaume Lerin. Excusez-nous, parce qu'on est très... Oui, on voit rien. Fabienne, il y a une question. On est assez éblouis. Mettez le micro près. Bonjour, je m'appelle Freddy Avni, je viens de Bruxelles, en Belgique. Plein d'éléments que vous avez cités peuvent être transposés à la Belgique. Ce d'autant qu'une partie de ma famille a d'abord fui en France, que mon grand-père a été déporté via les camps du Pas-de-Calais et le Boulonnais par les 16e et 17e convois qui sont venus vite chercher les prisonniers dans le Pas-de-Calais. J'ai d'ailleurs eu un échange avec madame à ce sujet. Et si je voulais intervenir, c'est par rapport à la première question qu'elle vous a posée, c'est pourquoi aujourd'hui? Je pense que vous avez tout à fait raison. Vous avez utilisé le mot gratitude. Et en fait, moi, j'utilise le mot reconnaissance dans la double acception. La nouvelle connaissance, parce que je pense qu'on a trop oublié le rôle des justes, et nous avons plein, effectivement, de gratitude et de reconnaissance par rapport à eux. Merci. Merci pour... Oui, alors c'est tout un aspect dont on n'a pas parlé, c'est finalement dans quel cycle mémoriel s'inscrit cette reconnaissance des justes en France. Comment les justes ont pris une place, mais tardive, dans notre mémoire collective, dans l'espace public, dans l'espace politique français. Parce qu'il y a eu d'autres cycles mémoriels avant, par rapport à cette Seconde Guerre mondiale. Il y a eu le cycle résistant. Les résistants ont pris la parole, ont souvent accédé à des postes importants aussi. Ils ont eu des relais. Il y a eu un contexte politique qui leur était favorable. Il y a eu un retournement, qu'on connaît tous, ce glissement à partir des années 70 vers, au contraire, on va parler plus de la collaboration. Pour la déportation, il y a aussi eu le cycle à l'égard des morts, tout simplement. Il fallait parler des morts, il fallait parler... il y a eu les déportés revenus qui ont peu à peu pris la parole. Et dès lors, il restait un peu une zone grise. C'est ces gens-là qui d'abord, évidemment, pour des raisons bien explicables, n'en avaient pas parlé pendant, n'en parlaient pas après. Combien de fois, en fait, dans les familles, chez les descendants, on recueille cette parole? Oui, j'ai aidé des juifs. Voilà, on referme la parenthèse. Ça ne vaut pas plus, on ne s'y attarde pas. Donc, dès lors que les protagonistes eux-mêmes ne font pas leur propre récit, c'est compliqué d'aller chercher, justement, surtout s'ils appartiennent à la simplicité même de la société civile. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que toute la première vague des justes de 64, on va dire, jusqu'à la fin des années 80, ils appartiennent surtout souvent à des réseaux, à des associations religieuses. Donc, parce que ces associations sont, par définition, elles ont pignon sur rue, elles sont organisées aussi, tout simplement, de manière de faire connaître ce qu'elles ont, leur action. Mais le basculement mémoriel, il y a aussi, il faut prendre conscience aussi que ça vient de la communauté juive. C'est-à-dire que le temps passant, et les volontaires, ce qu'on a appelé les volontaires francophones dans les années 80, prennent conscience que les gens meurent, les gens disparaissent. Il faut bien à un moment reconnaître, vous parlez de reconnaissance, cette gratitude, et ils font savoir dans la communauté, mais parce que dans les années 80, vous imaginez qu'il n'y a que 450 justes en France. On est à 4200. Donc, parce que tout simplement la communauté juive ne sait pas qu'on peut avoir cette démarche vis-à-vis de Yad Vashem. Donc il y a un travail d'information qui doit être fourni. Et ce travail, il n'est pas fourni
pour une bonne raison, c'est que, d'abord, les cérémonies, il y a très rarement des cérémonies. Les médailles peuvent être remises, mais Jacques Pulvar, qui est à la tête de ces volontaires francophones, disait, mais vous savez, quand moi je me suis occupé de tout ça, parfois les médailles étaient dans un tiroir à l'ambassade d'Israël. Elles n'étaient pas remises. Il n'y avait pas de cérémonie. Donc, comment voulez-vous que les gens soient au courant si vous n'avez pas de cérémonie aujourd'hui? On le sait parce que les cérémonies sont relayées, parce qu'il y a des articles dans la presse. Parce qu'il y a des personnalités publiques qui prennent la parole. Là, dernièrement, il y en avait une à Lyon, il y avait le préfet du Rhône qui a pris la parole pour récompenser quelqu'un dans le commissariat de police qui avait fait des faux papiers. Donc, s'il y avait des cérémonies, elles avaient lieu souvent dans les synagogues, donc pas encore dans l'espace proprement public français. Et là encore, je ne suis pas du tout chiracien, mais reconnaissons à Chirac d'avoir, avant même 95, avant même le discours du Veldiv, c'est le premier qui fait une cérémonie en 89 à l'hôtel de ville de remise de médaille des Justes. Donc petit à petit, la communauté juive prend conscience. Mais le travail, il est quotidien, il est à faire encore. Moi, pendant que je faisais le livre, j'ai beaucoup, non seulement ma compagne est juive, mais beaucoup d'amis dans la communauté qui, quand je leur parlais du projet, me disaient « Ah bon, on peut le faire, on peut, mais comment on fait ?» Donc il y a tout le temps ce travail mémoriel qui aujourd'hui coïncide avec la dernière prise de parole des enfants cachés, puisque en fait ce sont les derniers qui peuvent témoigner et donner des circonstances, donner des éléments, donner des détails qui vont faire aboutir les dossiers. Donc c'est aussi à remettre dans un contexte beaucoup plus général, beaucoup plus global de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah en France. Et je crois que la notion de juste a une force extraordinaire aussi. Comparons-la avec quelque chose qui s'est fait par rapport aux poilus. Vous savez, il y a une grande affaire mémorielle qui a un peu terminé la mémoire de la Première Guerre mondiale, qui, pendant le centenaire, de 2014 à 2018, les villages, les villes ont travaillé sur leurs poilus. Ils ont fait des biographies, ils ont présenté des petites expositions ici et là. Le juste permet de rentrer très facilement par justement ces portraits, ces figures. Et je crois aussi que le juste est une figure moins intimidante. Il y a toujours eu résistant, ça peut être un effet de combattant, les armes à la main. Quand vous allez en parler dans les écoles, parce que c'est ça aussi aujourd'hui, faut que les jeunes, on sait à quel point la notion de Shoah devient même fragile dans la transmission et dans la connaissance auprès du jeune public, mais quand vous allez leur raconter tout ça, ça leur semble un peu la préhistoire. Donc, là, les justes, ils peuvent se reconnaître parce que c'est une blanchisseuse, parce que c'est un quincaillier, parce que c'est un médecin, parce que c'est une histoire toute simple, c'est quelqu'un qui rencontre une autre personne dans la rue. Ils se rendent compte de cette quotidienneté, de cette évidence et de cette... voilà, ils font le lien entre... comprennent que l'histoire, ça peut, comme aujourd'hui, dans un attentat, comme aujourd'hui, ça peut débouler à chaque moment, dans un coin de rue, à une porte. Donc c'est un atout extraordinaire, je pense, pour la transmission aujourd'hui auprès d'une public. Et moi, j'ai fait plusieurs chapitres avec des professeurs qui travaillaient personnellement, qui travaillaient avec leur grand-mère, enfin, des histoires formidables, mais je leur ai dit, mais bien sûr, il y a le concours national de la résistance à la déportation, bien sûr, il faut travailler sur les dossiers des déportés, mais pourquoi n'associez-vous pas, parce que ça ne se fait quasiment pas pour l'instant, faire aussi des travaux avec vos classes de recherche sur les justes, tout simplement. Et là, on a un portrait complet d'une France
je dirais, d'une France qui redonne foi, enfin qui redonne foi aussi en ce pays. Il y a une autre question dans la salle. Est-ce que... Bonjour, Françoise Martins, Amitié judéo-chrétienne. Je ne suis pas historienne. Je voudrais poser une question naïve. Je ne voudrais pas qu'on trouve de l'impertinence dans ma question. Je voudrais demander comment on fait, et si on le fait, le tri. Comment on fait le tri entre des passeurs qui ont passé, des gens qui se sauvaient et qui l'ont fait par cupidité, bon, en prenant aussi beaucoup de risques malgré tout, et ce qu'on imagine être des justes, c'est-à-dire des gens qui ont agi par générosité. Yad Vashem fait ce tri-là, puisque une des deux conditions, vous le savez sans doute, pour recevoir la médaille de juste parmi les nations, c'est de ne pas avoir reçu d'argent. C'est une condition qui est née de la première liste en Israël des justes, des 12, des premiers en 62, puisque dans cette première liste figurait Oskar Schindler. Et Oskar Schindler a tout de suite été sorti de la liste. Avant la liste de Schindler, la fameuse, il y a la liste dont Schindler est sorti, parce que tout de suite, on se rend compte qu'il a reçu, dans l'usine à Cracovie, il a gagné de l'argent avec les ouvriers juifs qu'il va ensuite sauver. Et à Yad Vashem, à l'époque, en 62, on comprend tout de suite que ce cas-là peut se renouveler, et donc il faut établir des conditions, deux conditions, ne pas être juif et ne pas avoir reçu d'argent, et fournir 2 documents écrits. Pour faire un peu ce travail, déjà un peu aussi de documents écrits, pour faire un peu ce premier travail d'historien. Donc, pour vous répondre, il y a cette notion d'argent qui vraiment sépare la ligne de partage des eaux, là, entre... après, c'est quelque chose qui est toujours vérifié. Ça, je crois que oui. Enfin, justement, les passeurs ont souvent reçu de l'argent, c'est ça le problème. Oui, les passeurs, et même des gens, il y a beaucoup de dossiers ou des cas où on a caché, mais on a reçu de l'argent. Oui, alors, excusez-moi de vous attendre. Et quelquefois, c'est un peu douloureux aussi, parce que quelquefois, les personnes qui ont sauvé n'étaient pas très riches, et donc acceptaient tout de même un minimum pour vivre, parce que quand on cache quelqu'un, on n'a pas de carte d'alimentation, on n'a rien. Et on nourrit sur sa propre carte d'alimentation. C'est ça le problème. Oui, alors, ce que vous dites là me fait penser, par exemple, au cas de la blanchisseuse à Paris. Vous imaginez, la blanchisseuse, elle cache 9 personnes qu'il faut nourrir dans le Paris occupé. C'est comme Anne Frank. Hein, oui, une sorte d'annexe de la blanchisserie. Alors, sa fille me raconte comment elle cache la nourriture, parce que bon, vous savez, les blanchisseuses à l'époque, elle avait encore des sortes de brouettes à linge, et donc elle pouvait cacher parce qu'elle était censée vivre seule. Donc elle ramenait énormément de nourriture, mais qu'elle cachait sous du linge sale pour dissuader toute fouille. Est-ce qu'elle n'a jamais reçu d'argent? Bon, a priori non, puisqu'elle a été... Mais on n'était pas là. Hein. Il y a à chaque fois à faire la part des choses. On ne va pas demander à peut-être... Le juste n'est pas un saint. Il ne faut pas confondre une catégorie morale. C'est pas une catégorie morale. Et donc, mais quand c'est trop évident, quand c'est vraiment, il y a eu un contrat, on va dire presque un marché, là, c'est éliminatoire. Ça marche? Oui. On se pose tous la question, quand on est non-juif, de savoir ce qu'on aurait fait nous-mêmes en ayant peur d'être du mauvais côté. Mais je me pose aussi la question de la fatigue compassionnelle. Comme vous avez étudié beaucoup de dossiers, est-ce que vous avez remarqué, on parlait de 42 tout à l'heure, 42, il reste encore 3 ans.
est-ce que les justes, ceux qui se sont impliqués dans des réseaux ou qui ont fait ça sur la durée, ont réussi à tenir 3 ans? Est-ce qu'il y a eu des phénomènes parfois de fatigue compassionnelle où tout à coup ils ont fermé leurs portes parce qu'ils n'en pouvaient plus? Est-ce que vous avez une lecture sur la durée? C'est très intéressant. Alors, j'ai constaté, mais là encore, c'est un travail. Je comprends pourquoi il n'y a eu pas beaucoup de travaux sur les justes, parce que, encore une fois, les traces en sont extrêmement fragiles et extrêmement rares, malgré le formidable travail du Comité français pour recueillir les documents depuis des décennies. Donc, il y a ce moment où un futur juste va transmettre à quelqu'un d'autre. Si je peux, je pense que c'est ces moments-là où éventuellement il y a une fatigue, comme vous dites. Mais comment savoir? Est-ce que c'est pas aussi, je pense à René Aron, il va garder ces 14 personnes quelques semaines, quelques mois dans sa quincaillerie. On est dans le 20e arrondissement, c'est surveillé, c'est tout simplement, on comprend, il va les emmener dans l'Oise. Il a avec son fils une société aussi de camions, il y a 2-3 camions qu'il va transformer en ambulance, il va peindre, il va faire des faux camions et pour passer les contrôles, et il va les emmener dans un village totalement perdu au fond de l'Oise, près de l'Aisne, où je suis allé, où il a vaguement de la famille, où il se dit que là, c'est plus tranquille, c'est moins surveillé, et il peut avoir confiance. Confiance, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé. C'est vrai. Le réseau de la confiance. C'est vrai. Dans cette société où il s'agissait de savoir à qui on pouvait faire confiance ou de qui on devait se méfier. C'était très important. Dans les villages aussi, tout le monde se connaissait, tout le monde savait qui faisait quoi. Donc, l'histoire des justes est une histoire de la confiance. Je reviens, donc, je n'ai pas su si c'était pour des raisons simplement pratiques, de sécurité, de prudence, ou des raisons parce qu'il en avait assez du petit Norbert Patalowski, là, qui était dans ses pattes. Il y a une part mystérieuse qui reste. J'essaye de balayer très vite dans les 15 cas. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'histoire d'amour. Parler aussi d'amour. Il y a l'empathie, la passion, l'amitié, il y a plein d'autres raisons pour aider, mais il y a aussi l'amour. Et là, est-ce qu'on se fatigue d'aimer? Dans les 3 cas, alors évidemment, on dirait, j'ai travaillé avec les 3 descendants. Donc ça veut dire qu'il y a eu des mariages après ou pendant. Donc il n'y a pas eu de fatigue, il n'y a pas eu de rupture. Mais je repense à l'histoire avec le Vietnamien Anne à Nice, donc futur juste. Une fois qu'il bascule, qu'il franchit ce pas, qui est très compliqué, qui est une scène hallucinante, ou parce qu'ils sont vraiment sous la menace d'une rafle, pendant 3 heures, il va être en dialogue avec sa fiancée, et lui, il est à la fois français de seconde zone, d'une culture qui n'est pas quand même portée à la transgression, et pendant 3 heures, il ne va pas la sauver, il va lui donner des témoignages qu'on a conservés de sa photo, d'une lettre, parce qu'il pense qu'elle va être arrêtée. Les policiers reviennent à 17h, et entre 14 et 17h, ils sont les yeux dans les yeux, et il dit je penserai à toi, mais je ne peux rien faire pour toi. Bon. Et puis il bascule. Et là, il en prend, pardon pour l'expression, mais pour 3 ans. C'est-à-dire que le reste et la suite de l'histoire, il va l'épouser sous un faux nom, et ils ne vont pas arrêter de bouger de Nice à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, retour à Nice, on repart. Donc,
mais voilà, il y avait un lien qui a fait qui ne s'est jamais fatigué d'eux. Mais votre question est une... J'essaye là de... Je crois que, bon, alors, on peut prendre la voie positive, c'est-à-dire que quand on s'est engagé dans un combat, et c'est un combat aussi, je crois, on le mène jusqu'à la fin du combat, jusqu'à la fin de la guerre, une fois que le danger est passé, est écarté. Donc, si c'est un engagement comme ce ne sont pas des soldats, mais il y a quelque chose de l'ordre du soldat dans le juste. Donc on ne se fatigue pas de combattre, même si on peut avoir des moments de doute, de désespoir. Mais est-ce que, là je réfléchis vraiment à voix haute parce que c'est une question que moi j'ai pas abordée, mais est-ce que cette lumière, puisque cette lumière, chaque jour de voir que vous sauvez quelqu'un, c'est un pouvoir extraordinaire quand même. Dans la vie finalement, quand on fait le bilan d'une vie, on a eu des enfants, on a donné la vie, et puis un juste, c'est quelqu'un qui peut se dire qu'il a peut-être redonné la vie. Donc c'est quand même extraordinaire. On a ce pouvoir-là un peu de vie et de mort. Il est quand même difficile de retourner et de lâcher et de laisser. Mais je pense que, comme l'histoire des justes est aussi une histoire de la variété et de la richesse de l'âme humaine, et je crois qu'il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Il faut tout envisager. Vraiment tout. Donc je pense que peut-être il y a eu ces moments, il y a eu des cas où j'en dis non, c'est plus possible. C'est plus possible et je ne peux plus vous aider, malheureusement. Et voilà, On peut peut-être encore prendre une dernière question. Oui, j'ai une question assez simple parce que vous faisiez un parallèle tout à l'heure entre la banalité du bien, la banalité du mal. Par rapport à Hannah Arendt, et c'est vrai que Eichmann avait dit qu'il était kantien pour justifier sa démarche, c'est-à-dire qu'il respectait les lois de son pays. Est-ce que finalement, quand vous avez travaillé sur les ressources dont vous parliez tout à l'heure, vous avez parlé d'engagement dans des associations, est-ce que quelque part, ces personnes-là n'étaient pas anticonformistes, en fait, fondamentalement, parce qu'il fallait aller contre la loi? Bien sûr. Merci. Ce n'est pas une question, mais d'abord je voudrais remercier le passeur nomade, comme vous vous présentez dans votre livre. J'ai apprécié ce livre, j'ai apprécié les personnages que vous avez dépeints, et j'ai aussi apprécié quelques pages où vous parlez des justes de l'ombre. Et là, je voudrais vous dire quelque chose de très personnel. C'est que j'ai été une enfant cachée avec mon frère. J'avais 5 ans et demi. Mon frère j'avais 6 ans et mon frère avait 1 an et demi. Et mes parents étaient dans la Creuse, près de Guéret, et ça commençait à aller très mal parce que les Allemands étaient là et on emmenait les enfants dans des couvertures, on les emmenait dormir dans la forêt. Enfin, ce n'est pas là mon propos. Et mes parents ont décidé qu'il fallait placer les enfants. Et nous avions vécu à Naï, près de Pau, et maman connaissait un médecin à Naï, et elle est allée lui demander s'il connaissait une famille qui pourrait prendre 2 enfants. Le docteur Mourat, qui était un résistant, lui a dit qu'il ne connaissait pas, mais allez vous promener dans le quartier de la Justice, et là, vous trouverez sûrement une famille.
Et maman est allée se promener, c'était le matin, quartier de la Justice, et elle est passée dans une rue, une deuxième, et elle a vu une dame qui coupait ses rosiers, et elle l'a regardée. Elle est repartie, elle est repassée une deuxième fois, une troisième fois, et là elle est rentrée. Et elle a dit à cette dame, voilà, je suis juive, j'ai 2 enfants, est-ce que vous pourriez prendre mes 2 enfants pour un temps, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si je les reverrai. Et cette dame m'a répondu, mon mari travaille, il rentre à 6 heures, alors revenez à 18 heures et on vous donnera notre réponse. Et maman est revenue à 18 heures et monsieur et madame Menot ont dit, on prend vos enfants et vos enfants resteront juifs. Si j'ai pris la parole, c'est parce que à chaque fois que j'ai l'occasion, je rends hommage à monsieur et madame Menot qui nous ont choyés. Ils nous ont donné tout leur amour, le même amour qu'ils donnaient à leur fils. Mon frère, il l'appelait le chouchou de la maison, avec l'accent. Et je pense les honorer, ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais accepté qu'on les inscrive. Juste des nations. Comment ? Ni leur fils. Monsieur et madame Menot nous disaient toujours, parce qu'on est revenu à la charge plusieurs fois, nous avons fait cela avec notre cœur et pas pour des honneurs. Et leurs fils, quand ils sont décédés, on est revenu à la charge avec Michel, et Michel a dit « Mes parents se retourneraient dans leur tombe si vous faites quoi que ce soit. » Alors là, on n'a plus insisté, et leur petite fille avec qui nous sommes en relation, on a été en relation pendant 80 ans, et ils ont assisté à toutes nos fêtes, à toutes nos cérémonies, à toutes nos joies et certaines peines aussi. Et c'était ma façon, cet après-midi, de leur rendre un hommage. Et je vous en remercie. Et merci, Daniel, de m'avoir beaucoup écouté. Merci. Puisqu'ils ne seront jamais sur le site de Yad Vashem, ils ne seront jamais dans le livre de Yad Vashem, sauf si tu le dis à des personnes qui peuvent éventuellement reproduire ton témoignage, effectivement. Et je pense souvent, enfin plus d'ailleurs cet après-midi j'y ai pensé, lorsqu'on parle d'un geste ordinaire, lorsqu'on parle mais c'est parce que justement en amont, monsieur et madame Menot avaient déjà bien dans la tête qu'il fallait aider les personnes, quelles qu'elles soient. Je pense souvent à ton histoire lorsque je pense à cette spontanéité ou pas. Voilà. Merci pour votre témoignage. Non, mais je voulais juste répondre, et puis il y a des questions, mais vous savez peut-être qu'à Yad Vashem, quand vous allez à Jérusalem, vous avez cette figure du juste inconnu, hein, qui ne sera jamais reconnu, qui est très importante. Dans ce réseau-là, dans toutes les histoires, il y a des maillons. Un policier qui dit à une dame dans la rue, ne restez pas chez vous demain. On ne saura jamais le nom du policier. Et ce que vous avez raconté me fait penser à 2 choses, c'est que ce refus de l'honneur. Le juste, il nous confronte en fait à la pureté aussi, pas simplement à la banalité, mais à la pureté du bien. Parce que en morale, quand on fait le bien, pourquoi on le fait ? Est-ce que, il y a toujours la question que se posent les moralistes, est-ce qu'on n'espère pas soit une récompense, soit même pour soi-même aussi, de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire « je suis un type bien ».
Et là, cette réaction, qui est celle de ces deux personnes, que d'autres ont eue, montre qu'on approche véritablement avec eux de la pureté du bien. Donc il y a, c'est très rare dans l'histoire de l'humanité. Et je pense aussi que Israël, en créant cette récompense, cette décoration, s'est posé aussi la question. Est-ce que faut-il récompenser, quand on retrouve les débats, faut-il récompenser ce bien-là? Parce que donc c'est une question qui nous renvoie vraiment à un fondement de notre morale. Alors, ont-ils été, pour répondre à la question de monsieur, des anticonformistes? Moi, je crois qu'il y a des hiérarchies. Ils se sont posés, ils ont pesé le pour et le contre, ou bien soit ils ont pas du tout réfléchi, c'est un élan du cœur. La femme du pasteur Trocmé, on a beaucoup parlé, vous en avez parlé du pasteur Trocmé, qui a évidemment, au Chambon-sur-Lignon, a des convictions très ancrées, et puis c'est un sacré personnage, le pasteur Trocmé. Mais elle dit quelque chose de très intéressant quand on lui pose la question « Mais pourquoi vous les avez aidés ?» Elle dit « Bon, évidemment, je suis protestante, mais ce n'est pas mes convictions protestantes qui m'ont incité. C'est parce que quand on est venu me voir, j'ai eu un élan du cœur, j'ai eu un coup de cœur. C'est vraiment une sorte de saisissement. Donc, est-ce que les personnes qui vous ont sauvé ont eu ce saisissement quand le monsieur est rentré et sa femme lui a parlé de votre mère? Ou bien est-ce qu'ils se sont dit, poser la question du quel risque on va prendre par rapport à la police à Pau? Est-ce qu'ils ont décidé que la bonté, que sauver un être humain était plus important que de respecter les lois du pays? Est-ce qu'ils pensaient avant même que votre mère vienne les voir, que ces lois, que ces statuts des Juifs n'étaient pas ce qu'il fallait faire, que c'était des statuts honteux, et que la venue de votre mère était une manière pour eux de mettre en adéquation ce qu'ils pensaient des statuts avec la situation qui se présentait à eux? En tout cas, voilà, ces questions anticonformistes, oui, je pense, en fait, de manière plus générale, au sens, ils se mettent en dehors de la légalité, pas de la société, puisqu'ils recréent d'autres liens. C'est d'autres sociétés qui se créent. Hein. C'est des contre-sociétés, soit déjà à l'intérieur d'un réseau, mais soit créées ex nihilo, parce que, dans les villages, ça allait de ferme en ferme. C'est assez frappant de voir de ferme en ferme. Il y a par exemple, il y a une catégorie dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est très importante, surtout autour des grandes villes, des très grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, c'est les nourrices. Les nourrices. Vous avez des dizaines de nourrices qui sont justes. Pourquoi? Ça, je me suis posé la question. J'ai suivi le cas d'une nourrice. Alors, c'était une réactivation du lien, parce qu'à l'époque, on ne partait pas comme ça en vacances, on plaçait ses enfants à la campagne, bon air, et donc les nourrices jouaient un rôle très important. Mais ça, c'était avant-guerre, donc quand le temps de la persécution arrive, on pense à qui on peut les confier, de confiance. Donc, les nourrices. Dans les villages, c'est plus calme que à Paris, Lyon, Marseille. Mais je me suis dit, mais dans le lien entre la nourrice et l'enfant, il y a quand même quelque chose, évidemment, de très intime, de très corporel, de très... là, qui va au-delà des mots. Hein. Et donc, voilà, elles ont aussi...
je pense qu'on se dit une nourrice, c'est presque aussi une figure de la bonté en elle-même, une nourrice. C'est quelqu'un qui donne son lait, hein, mais elle donne aussi autre chose. Donc, on accède là aussi à des ressorts extraordinairement intimes. Et pour le cas de celle que j'ai étudiée, pour revenir à la question de l'anticonformisme, je pense que dans une même famille, c'était le cas pour la collaboration et la résistance, l'une pensait oui quand l'autre pensait non. Celle-là, les Allemands étaient en face de chez elle, dans un village. 4 enfants débarquent, dont 3 qu'elle connaît de ce lien de nourrice. La sœur leur dit « Mais tu vas les foutre dehors. Tu ne te rends pas compte du risque que tu nous fais courir. » Et elle dit « Non, c'est toi qui vas sortir. » Et elles ne se sont pas revues jusqu'à la fin de la guerre. Donc, il y a ce moment aussi où, là, je me suis dit, mais là, il y a un lien proprement humain qui l'emporte sur le lien familial. C'est très... Voilà, il y a quelque chose de... La révélation... et c'est pour ça que je pense que l'histoire des Justes et sans doute nous renvoie à quelque chose de le plus bouleversant, et ce que votre témoignage le montre, c'est-à-dire on est au plus près des sentiments de toute la communauté française de cette époque. Moi, déjà, je vais vous demander si vous n'avez pas fait des études de psychiatrie. Parce que tout à l'heure, vous analysez le cœur, la bonté. C'est sûr que vous êtes un grand humaniste, ça c'est sûr. Alors, je vous félicite. Ensuite, je pourrais témoigner, mais ça va ennuyer beaucoup de monde. Parce que quand on milite, même si on a été sauvé par les Justes, si on a eu une histoire dramatique, eh bien, ça n'intéresse plus tellement de monde, je peux vous le dire. Par contre, je vais dans les établissements scolaires. Et là, effectivement, c'est le travail le plus important, parce que les élèves, actuellement, avec ce qui se passe, vous parliez tout à l'heure du concours de la résistance et de la déportation. Notre ami Daniel Delmer est avec nous, d'ailleurs, aussi, autour de ce concours. Et les professeurs nous disent qu'aujourd'hui, les cours ont été réduits. Ils ont été tellement réduits qu'ils ne peuvent même plus développer. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que d'aller dans les établissements scolaires, c'est important. Ensuite, ce qui m'a touchée, c'est que vous avez parlé de Bourdoisan. Et j'avoue que je suis très émue. Tout à l'heure. Voilà, oui, ces messieurs dames ne savent pas. Parce qu'effectivement, j'ai été sauvée par les religieuses. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis avec la présidente de l'amitié judéo-chrétienne. J'ai été sauvée également par le maire de Bourdoisan, et je me sens très culpabilisée quelque part, parce que d'avoir milité pour les autres, j'ai pas tellement travaillé pour moi-même, ce qui fait que j'ai été sauvée également à Livet-Gavet. On a été sauvés plusieurs fois, par le maire aussi de Livet-Gavet, et en fin de compte, je pense que nous n'avons pas fait le nez. Pourtant, j'ai appelé effectivement quand même Yad Vashem, c'est vrai, on en a parlé. Et puis, la personne qui s'en est occupée est partie. Et j'avoue que je n'ai pas continué. Et je me culpabilise parce que je n'ai pas vraiment rendu hommage à ceux qui font que je suis encore vivante aujourd'hui. Je pense que... Encore une question ? Y a-t-il encore des questions? Encore une. Ce sera la dernière question. Dernière. Hein. Ce sera la dernière question parce que l'heure passe. Et je rappelle qu'il y a une séance de dédicace là tout de suite après. Les livres sont là-bas au fond de la synagogue et qu'il y a une séance de dédicace qui prendra un peu de temps aussi. Bonjour Monsieur Laurent. Désolé de parler aussi fort. J'avais juste une petite question à vous poser. Sachant qu'on connaît les chiffres de la Shoah en France avec seulement un quart des Juifs français qui ont été déportés, est-ce que vous avez pu comparer vos données, vos statistiques, tout ce que vous avez vécu avec d'autres pays, par exemple la Belgique, la Hollande ou d'autres pays d'Europe qui ont été touchés tout autant, voire peut-être plus, même beaucoup plus que la France? Merci. Il y a beaucoup de Polonais.
Oui, alors, le pays qui a le plus de justes, c'est la Pologne, c'est près de 7000. Alors évidemment, il faut mettre en rapport, avec le nombre de juifs en Pologne pendant la guerre, qui est bien plus important qu'en France. Donc là, il y a moins de justes en proportion. Après, avec la notion différente, c'est-à-dire que quelqu'un qui était arrêté en France, surpris à aider des juifs, était évidemment arrêté, interné, le début d'un cycle de déportation ou d'arrestation. En Pologne, c'était plus radical, c'était liquidation. Il y a beaucoup de cas de futurs justes qui ont été exécutés sur place. Ensuite, ce sont les Hollandais qui ont plus de justes que les Français, alors avec une communauté juive moins importante. C'est des pourcentages qu'il faut voir. Voilà, donc en pourcentage, les Hollandais... Alors, c'est une question complexe, parce que c'est voir vraiment là, dans le cadre de la déportation de chaque pays, de la politique de déportation de chaque pays, la politique de résistance à l'intérieur de chaque pays. Donc c'est... Il y a le cas du Danemark aussi. Alors, il y a le cas du Danemark où les pêcheurs ont fait passer dans leurs barques, à Yad Vashem, vous voyez ces barques, donc, qui ont pu sauver quasiment toute la communauté danoise, mais qui était beaucoup moins importante, évidemment. Je voudrais revenir quand même sur une chose, parce qu'on a tendance, et les autorités politiques, quand elles ont mis en place en France la notion presque de juste de France, d'ailleurs, au risque de heurter Jérusalem, tient à la notion de juste parmi les nations, parce que la France a un peu nationalisé la notion de juste. Vous savez, les politiques, quand ils se mêlent de l'histoire, c'est rarement sans arrière-pensée. Et donc, les justes sont arrivés dans les années 90 aussi pour répondre à ce qui montait très très fort sur la collaboration. Et on a mis un peu en balance les justes face aux injustes. Et donc, et d'ailleurs, le cas le plus évident, quand il y a le procès Papon, en 97, donc secrétaire de la préfecture de Bordeaux, on met en avant deux justes qui sont aussi secrétaires de préfecture, Camille Ernst à Montpellier et un autre dans la préfecture. Donc il y a un moment, les politiques vont arriver à dire, Jacques Chirac, que les 3/4 des juifs, donc vous redonnez ce chiffre-là, que les 3/4 donc, des juifs de la communauté en France qui ont été sauvés, l'ont été que par des justes. Non, c'est faux. C'est-à-dire que, d'abord, il ne faut pas oublier tout le travail des organisations juives, dont on n'a pas parlé, mais qui est un autre sujet, mais où il peut y avoir aussi coopération entre les futurs justes et les organisations. Moi, j'ai travaillé là-dessus sur un des chapitres à partir d'une maison de Lausée, où on voit bien ce travail de coopération. C'est très important, toutes les associations juives, organisations de la jeunesse, les convoyages, les filières. Et puis, il y a plein d'autres cas de figure. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a 4300 justes reconnus, mais on dit que pour sauver une famille, il fallait au moins 7 personnes, un réseau de 7 personnes. Je pense que c'est plus, parce que voilà, celui qui à un moment a eu le geste qu'il faut pour, il y en a beaucoup. Donc si on extrapole, on arrive, je pense facilement, à des centaines de milliers de Français qui sont à un moment intervenus, ont pris un risque pour sauver une ou plusieurs personnes. Voilà, c'est beau. Alors, on peut trouver ce chiffre trop faible ou bien important, mais quand même, il est d'une certaine ampleur pour la communauté. Donc, pour revenir à votre question, il est quasiment impossible de savoir... Alors oui, la France
et c'est une conclusion qu'on peut tirer, peut s'enorgueillir de ces justes qui ont eu une action très importante, mais on ne peut pas déterminer combien de familles juives exactement ont été sauvées par les justes, et les justes inconnus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble aujourd'hui hors de portée. Bon, je pense qu'on va terminer là. Moi, je voudrais juste rajouter, et après on termine, c'est que les juifs, mais aussi des juifs ont été sauvés par des juifs aussi. Et j'en veux aussi comme exemple, vous avez cité Lozé, effectivement. N'oublions pas aussi les éclaireurs israélites de France, qui aussi se sont mobilisés aussi pour sauver des enfants. Et notamment, tout un maquis était entièrement juif près de Castres. Castres a été libéré par un maquis juif. Et donc, le maquis qui sauvait également des juifs. Maquis juif qui sauvait des juifs. Donc voilà, on termine sur cette parole. Alors, n'oubliez pas, donc, Monsieur Lorrain se prête très volontiers à une série de dédicaces. Vous avez le livre là-bas. N'oubliez pas aussi le 16 mars, donc la cérémonie de remise de médaille de Juste parmi les nations à René XII, qui est un cheminot de la gare du Lille-Five. Voilà, je pense qu'on a terminé. Monsieur Lorrain, pour vous remercier d'être venu à Lille, d'abord, et pour vous remercier de votre excellent travail, documentation. Toute la communauté vous offre ce présent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà.